Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, la Principauté et la France signent un protocole d'accord en matière de lutte contre le terrorisme. Quel est l'objectif de cet accord? Quels sont les engagements des deux pays? Le secrétaire d'État à la justice, Robert Gelli, nous en dira plus à ce sujet. Puis nous recevrons Boris Herrmann, présent à l'occasion de la Monaco Ocean Week. Le navigateur allemand, 5e du Vendée Globe, est venu partager son tour du monde en solitaire ainsi que les premières données scientifiques collectées lors de son aventure en mer. Il sera avec nous ce soir pour en parler. Dans ce journal également, nous vous emmènerons dans les coulisses de la Journée internationale du jazz qui aura lieu le 30 avril prochain. Et puis nous avons assisté à Coming Out, un seul en scène proposé par le diocèse de Monaco. Mais tout d'abord, je vous le disais en titre, Monaco et la France ont signé aujourd'hui un protocole d'accord en matière de lutte contre le terrorisme. Les deux pays s'engagent à ce que l'entraide soit le plus large possible dans ce domaine. Pour en savoir plus, nous avons contacté le secrétaire d'État à la justice. Bonsoir Robert Gelli. Bonsoir. Première question, quel est l'objectif de ce protocole d'accord signé aujourd'hui en Principauté ? Alors, il s'agit, à travers ce protocole qui est signé, qui a été signé, de faciliter, améliorer et coordonner l'action de la justice monégasque et de la justice française en cas dans l'hypothèse de la survenance d'un acte terroriste ou de la menace d'actes terroristes. Ce protocole instaure, dans le cadre bien sûr des conventions qui existent déjà, qui sont déjà en vigueur, les relations directes entre les autorités judiciaires monégasques et le parquet national antiterroriste français, afin donc de prévoir des échanges directs d'informations, des échanges directs de demandes d'entraide pénale, et la création d'équipes communes d'enquête si nécessaire pour mener à bien toutes les enquêtes et les investigations qui sont indispensables pour faire avancer et prospérer les dossiers pénaux éventuellement ouverts à Monaco. Voilà, c'est une entraide aussi bien humaine que pénale. C'est une mutualisation des moyens en fait. Alors, c'est une mutualisation, si l'on veut, notamment lorsqu'il y a une équipe commune d'enquête. Une équipe commune d'enquête, c'est une équipe qui regroupe à la fois les officiers de police judiciaire monégasques et des officiers de police judiciaire français. Et les actes qui sont réalisés dans ce cadre-là sont versés dans les deux procédures de façon équivalente, la procédure française et la procédure monégasque. Voilà. Et puis, c'est aussi la mutualisation des éléments aussi d'information dont on peut disposer en lien avec les faits qui se sont produits. J'ajoute que, en plus, les autorités judiciaires monégasques, et notamment le procureur général de Monaco, pourra aussi bénéficier de l'expertise du procureur national antiterroriste, à la fois sur les éléments dont il peut disposer, mais également aussi sur l'appréciation de la qualification juridique, sur la prise en compte aussi des investigations à mener, et également aussi la prise en compte des questions relatives aux victimes, parce que ça c'est aussi un volet important si par malheur nous avions aussi des victimes à prendre en charge. C'est une avancée importante, Robert Gelli, notamment au vu du contexte de ces dernières années où la ville de Nice a été touchée par 2 attentats en l'espace de 5 ans. Alors c'est une avancée extrêmement importante parce qu'elle justement permet de travailler en direct et de façon très rapide avec le parquet national antiterroriste. Et puis il faut quand même avoir présent à l'esprit que la menace terroriste, dont on parle peut-être moins aujourd'hui parce qu'on a cette crise sanitaire, mais la menace terroriste, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et on a pu quand même constater, à travers même certains dossiers déjà qui ont été jugés en France, ou à travers des renseignements que l'on peut avoir, qu'aucun pays dans l'espace européen n'est à l'abri de cette menace, et que la Principauté de Monaco peut aussi être exposée. Et donc nous souhaitons là, à travers ce protocole, évidemment anticiper si par un malheur il y avait une action de ce type-là qui se produisait sur Monaco.
Et ce n'est pas le premier protocole d'accord, hein. Il s'ajoute aux différentes conventions qui ont déjà été signées entre Monaco et la France en matière de lutte contre le terrorisme. Il s'inscrit dans les conventions qui existent déjà en matière de coopération franco-monégasque et notamment sur la question du terrorisme. Là, il s'agit d'un protocole qui vient mettre en place et préciser des modalités concrètes et pratiques de relation entre la justice monégasque et le procureur national antiterroriste, et donc d'éviter la multiplicité d'interlocuteurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vient cadrer une coopération vraiment très concrète et très pratique. Eh bien, merci beaucoup Robert Gély de nous avoir apporté plus de détails sur ce protocole d'accord donc signé entre la France et Monaco en matière de lutte contre le terrorisme. Merci. Merci à vous. Et lors de la signature de ce protocole, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, nous avons également recueilli les impressions du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Il est au micro de Fabien Bonilla. Lorsque Monaco a eu l'idée de se rapprocher de la France, la chancellerie en particulier, l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous avons abouti à cet accord que nous avons signé sous vos yeux il y a quelques instants. Cet accord, c'est l'hypothèse où le pire surviendrait, bien sûr, mais on ne peut pas l'exclure. Nice est à quelques kilomètres d'ici, vous le savez, et les artisans de ce protocole, dont on espère qu'il n'aura jamais à entrer en application, c'est M. Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste, Madame la procureure générale, qui le mettront en œuvre et qui vont évidemment travailler ensemble. Ils seront les artisans de la riposte terroriste si par malheur elle devait intervenir. Donc je suis très honoré, ravi d'être ici, d'avoir signé ce protocole. C'était une demande de Monaco, nous y avons souscrit tout de suite. Ça nous paraissait indispensable. Nos pays sont liés, vous le savez, judiciairement liés depuis longtemps, et ce renforcement de notre coopération va bien sûr dans le bon sens. On retrouve Sandrine Nec pour le reste de l'actualité. Bonsoir Sandrine, nous l'avons appris aujourd'hui, un accident a eu lieu aujourd'hui sur l'un des chantiers de la Principauté. Bonsoir, oui Émilie, et il s'agit d'un accident mortel qui a eu lieu vendredi sur le chantier du complexe balnéaire du Larvoto. La victime est un homme âgé de 60 ans. Le gouvernement princier présente ses sincères condoléances à sa famille. Sachez qu'une enquête a été ouverte sur les circonstances de cet accident impliquant un véhicule chargé d'approvisionner le sable qui permet de reconstituer la plage. Durant les investigations, la zone concernée restera clôturée et isolée du reste du chantier. Un mot à présent sur cette session de l'ONU où les femmes étaient à l'honneur et à laquelle Monaco a participé. Oui, Émilie, Isabelle Rosa Brunetto, directeur général du département des relations extérieures et de la coopération, a pris part par visioconférence à cette 65e session de la Commission de la condition de la femme qui s'est donc tenue au siège des Nations Unies à New York. Dans son allocution, elle a d'ailleurs rappelé que les participations des femmes à la prise de décision, à la vie économique, à l'élimination de la violence physique et psychique à leur encontre sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable. L'Observatoire de la démographie vient de publier de nouvelles données. Au 31 décembre 2020, la Principauté comptait près de 9600 monégasques. La croissance annuelle est relativement modeste, avec plus 0,9% après plus de 1,7% en 2019. Autre information intéressante dévoilée par l'Observatoire de la démographie, l'espérance de vie à la naissance reste au plus haut en 2018-2020 à 86 ans et demi. Et enfin, le Monaco Economic Board propose un nouveau rendez-vous connecté le 7 avril prochain, Sandrine. Oui, par le Monaco Economic Board en collaboration avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique. Un webinaire consacré à la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest francophone qui, malgré le contexte, a réussi à enregistrer une hausse de son PIB de 2,7% en 2020. Lors de cette visioconférence, différents sujets seront abordés afin de mieux appréhender ce pays et ses opportunités. Si vous souhaitez participer, tous les détails à ce contact webinaire@meb.mc. Merci Sandrine. Depuis le début de la semaine, nous revenons sur les temps forts de la Monaco Ocean Week qui a débuté lundi en Principauté. Cet événement rassemble les acteurs clés de la protection de nos océans. Nous avons d'ailleurs reçu certains de ces grands témoins tout au long de la semaine sur Monaco Info. La 12e édition s'est clôturée aujourd'hui avec la conférence de Boris Herman.
Vous le savez, le navigateur allemand a terminé 5e du dernier Vendée Globe. Il était de retour pour la première fois en principauté pour partager son aventure et aborder l'aspect scientifique de son tour du monde en solitaire. Boris Herrmann est avec nous ce soir. Bonsoir Boris. Bonsoir. Près de 2 mois ont passé depuis votre arrivée au Sables d'Olonne. Comment se passe le retour sur Terre ? Le retour sur Terre se passe très bien, merci. C'est un grand plaisir aussi de revenir à Monaco. Et c'est comme toujours un super accueil ici à Monaco, au Yacht Club de Monaco. C'est difficile, Boris, de retrouver ses repères après 80 jours passés en mer ? Là, aujourd'hui, on est focalisé vraiment sur la suite du projet pour reconstruire le futur, pour construire le futur pour les 5 ans à venir. On veut construire un bateau, on va reconfirmer des partenaires et créer toute la campagne autour de l'éducation et de la science qu'on avait commencé. On pense d'une manière, on n'est qu'au début avec tout ça, donc c'est super excitant ce moment et ça rend plus facile. Je ne tombe pas dans un trou, mais je suis vraiment à fond pour la suite, ensemble avec l'équipe. Vous êtes d'ailleurs intervenu dans les écoles de Monaco pour partager votre aventure au Vendée Globe. Oui, exact. C'est une des raisons pour être venu à Monaco. Quels sont les points que vous avez souhaité partager avec ces enfants ? La beauté de la nature, les albatros, l'excitation de partir dans une course avec une machine comme ça qui peut voler, mais je pense que le message pour les enfants, c'est aussi tenez votre rêve. Et donc je pense que c'est ça un peu le message à généraliser pour les jeunes qui suivent ça. Et auprès du plus grand public, nous qui avons suivi votre aventure, quels souvenirs gardez-vous? Parce que ça a été une épreuve aussi bien éprouvante physiquement que moralement. Le vrai challenge, c'est toi-même, c'est ton mental, c'est jusqu'à où tu vas te stresser, où tu vas accepter le stress et juste vivre avec. Boris, vous n'êtes pas seulement un marin expérimenté, vous êtes également dévoué à la cause environnementale. Vous l'avez déjà prouvé par le passé. Pendant votre tour du monde, vous aviez une autre mission en parallèle à votre défi sportif, celui de récolter des données scientifiques, des données océanographiques. Oui, on a un laboratoire automatisé à bord qui pompe de l'eau de mer à travers la quille en permanence, 24 heures tous les jours, pendant toute la course. Et d'ailleurs, on a déjà commencé ça en 2018. Mais de mon avis, vraiment la plus grande menace pour les océans, c'est le CO2, c'est le réchauffement climatique, parce que les océans, ils prennent toute cette énergie de chaleur du réchauffement climatique. Voilà, parce que ces données ont été transmises à des scientifiques. Est-ce qu'ils ont pu déjà exploiter ces données collectées pendant votre tour du monde? Ce qu'on trouve avec ces mesures dans le principe, pour simplifier un peu, c'est que la concentration de CO2 pendant les dernières 30 ans a augmenté de manière conséquente dans les océans, un peu en complémentarité avec, non pas en complémentarité, mais en parallèle avec ça, ce qu'on observe dans l'atmosphère aussi. Et là encore, c'est une course à gagner, Boris, a race we must win, comme il était écrit sur le Malitia. On a mis ça en avant parce qu'on pense que c'est le challenge clé de l'humanité dans cette décade qui est devant nous. On est dans une course contre la montre concernant le réchauffement climatique. Tous les jours, il faut se réveiller avec cette ambition de faire le maximum possible pour résoudre la crise climatique. Est-ce que vous avez déjà de futurs projets avec le Yacht Club, avec Malitia, avec Pierre Casiraghi? On a envie énorme de continuer à partager cette aventure, ce projet de Malitia qui a été né ici à Monaco. Le première échéance, c'est de construire un nouveau bateau et ensuite faire le tour du monde en équipage avec départ à Valence en octobre l'année prochaine qui s'appelle The Ocean Race. Et après d'autres courses comme on peut imaginer, des courses comme la Giralia, la course, le record, pourquoi pas le record entre Monaco et Porto Cervo, la Palerme-Monaco. Donc faire aussi bien sûr revenir avec le bateau ici à notre base et notre port d'attache. On suivra ça de près en tout cas. Merci infiniment Boris d'avoir été avec nous pour
revenir sur votre aventure et puis à aborder le volet scientifique. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Parlons de toute autre chose à présent. Le 30 avril prochain correspond à la Journée internationale du jazz. Instaurée par l'UNESCO il y a 10 ans, cette journée sera marquée par un grand concert virtuel, situation sanitaire oblige. Il réunira de nombreux artistes à travers le monde, les meilleurs artistes de la scène internationale. Parmi eux, John McLaughlin, qui représentera Monaco. Christine Datomel l'a rencontré pendant ses répétitions. Je vous propose de l'écouter. Je suis très heureux, très fier. Donc tous les musiciens ont été demandés, si possible, de faire une vidéo avec les musiciens locaux. Et puisque je connais ces musiciens, ils sont vraiment fantastiques. Il y a 2 profs déjà de l'Académie de jazz à Monaco et un jeune batteur niçois, Nicolas Vicaro, dont je suis ravi d'avec eux. Et pour faire cette prestation pour la Journée internationale de jazz. C'est une musique joyeuse avec la spontanéité. C'est le secret de la vie, une vie heureuse, d'être spontané. Parce que si on a l'esprit demain ou hier, on ne vit pas dans le moment présent. Et le jazz, l'improvisation nous oblige d'être là. Maintenant. Coup de projecteur à présent sur ce seul en scène proposé par le diocèse de Monaco. Un rendez-vous surprenant et plein d'humour. Le comédien Mehdi Emmanuel Djadi témoigne de sa conversion, ses relations, son enfance et son rapport à Dieu. Alexandra Pani a assisté au spectacle. Voyez son reportage. Alors, j'ai pas encore les chaussures bateau avec le polo Ralph Lauren avec le col relevé. Je pourrais. En revanche, ce que je n'aurai jamais, c'est les pommettes roses. Les pommettes roses et la mèche de Cato, hein. Bon alors là, il n'y a pas trop de mèche de Cato ce soir, mais à Paris, c'est vrai que dans les théâtres parisiens, j'ai toujours un Baudouin. Hein, un Baudouin qui fait une école d'ingénieur ou de commerce. Après avoir touché à plusieurs rôles au cinéma, à la télévision ou encore au théâtre et une nomination en tant que révélation au César en 2015, Mehdi Emmanuel Djadi se lance à présent dans un seul en scène où il parle de sa propre histoire, souvent sans filtre et avec humour. Et je me suis dit, en fait, je vais aller sur scène et je vais raconter ce que je veux. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais un vrai sentiment d'urgence, peut-être aussi un peu lié à l'actualité, à tout ce qui se passait en France. Et voilà, ça débordait un peu. Donc j'ai choisi la scène comme, en plus, c'est un des derniers espaces de liberté. Une liberté d'expression que l'on retrouve dans ses textes. Il parle de son parcours, de son enfance, ses fréquentations et ses relations avec Dieu. Un Dieu d'abord musulman, puis protestant et finalement catholique. Un témoignage qui veut s'inscrire dans l'actualité sans stigmatiser, mais fait plutôt preuve d'ouverture et de partage. La liberté, de l'antidéterminisme et d'un vrai vivre ensemble, de ne pas avoir peur de parler parfois des sujets qui fâchent, en tout cas qui posent des questions, et pour avoir un vrai dialogue. Moi, vraiment, cette démarche, elle n'est pas juste une démarche d'orgueil, je veux raconter mon histoire, mais par cet itinéraire, j'ai vraiment envie de créer des ponts entre les gens, et si ça peut nous permettre de discuter et d'avoir des vrais débats de fond, alors tant mieux. L'humour dans la religion n'est pas toujours chose aisée, le public a été conquis cette fois-ci. C'était génial, c'était franchement très sympa. Ça résume pas mal les différences dans les deux de ce qu'on peut voir et c'est vraiment très positif. Je l'ai trouvé formidable, très très bon témoignage, vrai et drôle, avec beaucoup d'humour. Magnifique, je peux vous dire que j'arrive à l'instant en conduisant très vite de Rome, exprès parce que je ne voulais pas le rater, on me l'avait dit et je suis ravi d'avoir conduit assez vite pour y arriver. C'est vraiment une merveille, je le conseille à tout le monde. Une quinzaine de personnages pour dépeindre son histoire, une histoire singulière contée avec humour où aucune religion n'est épargnée, mais toute racontée avec respect et connaissance du sujet. Un spectacle déroutant à l'attention des croyants et des athées qui, on l'espère, retrouvera la scène très prochainement. On retrouve Sandrine Neck pour un nouveau point sur l'actualité et cette nouvelle émission de Timbre, Sandrine.
L'Office des timbres-poste va procéder à la mise en vente de 2 nouveaux timbres. Le premier, vous le voyez, le timbre Europe, avec cet hippocampe qui fait partie des espèces en danger, espèce sauvage nationale qui est principalement menacée par la perte de la dégradation de son habitat. Autre timbre en rapport également avec la protection des espèces, celui sur lequel vous pouvez lire ACOBAMS, puisque l'accord sur la conservation des cétacés de Méditerranée, de la mer Noire et de la zone atlantique adjacente a cette année 25 ans. Culture à présent, le Printemps des Arts se poursuit ce week-end. Oui, et des places sont encore disponibles. Avis donc aux mélomanes, mais pas seulement, car parole de Marc Monet, les concerts ont aussi pour objectif de séduire de nouveaux spectateurs et un très large public. Rendez-vous samedi à 15 h au Grimaldi Forum avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et dimanche 14 h 30 également avec le Quatuor Tana au Musée Océanographique. Et dimanche, cela sera également la fête des rameaux, Sandrine. La Semaine Sainte débute avec le Dimanche des Rameaux, ce 28 mars. Elle est marquée par des célébrations liturgiques particulièrement intenses, riches de symboles, de rites et de la parole de Dieu. Voici les horaires des messes du Dimanche des Rameaux à la cathédrale, 10 h 30, dans les églises Sainte-Dévote et Saint-Charles, 8 h 30, 10 h 30 et 18 h, à l'église Saint-Nicolas, 10 h 30, 12 h, 17 h, ou encore à Saint-Martin, dès 9 h 15. Et nous parlerons justement de cette fête des rameaux avec l'abbé Venard demain. Pâques est d'ailleurs déjà en préparation, paraît-il, Sandrine. À vos agendas et surtout vos téléphones si vous souhaitez que vos enfants participent à la chasse aux œufs de Pâques, organisée le dimanche 4 avril dès 14 h au cœur du poumon vert de la Principauté, le parc Princesse Antoinette. Eh bien, n'hésitez pas à composer le 93 15 06 05. L'événement est proposé par la mairie en collaboration avec la boîte de jeux. N'oubliez pas vos masques, car cette chasse sera organisée dans le plus strict respect des gestes sanitaires. Et enfin, un coup d'œil sur la météo. Quel temps fera-t-il demain ? Plein soleil tout au long de ce samedi 27 mars, samedi avec des températures de 9 degrés le matin et 15 degrés au meilleur de la journée. Nous fêterons les Habibs et nous gagnerons encore quelques minutes de soleil. Il se couchera à 18 h 51. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal en images avec un hommage au théâtre amateur à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée chaque année un 27 mars. Nous en parlerons d'ailleurs demain avec le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger. À demain, samedi. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.